Mes confrères au chromosome XY, c'est-à-dire les hommes, venez, c'est à vous que je veux parler. J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous pour que vous aimiez plus courtiser les femmes? En fait, je comprends pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Story time, très courte. Je marchais dans la rue, là, je viens de rentrer. J'étais avec mes copines. Et puis, il y a des femmes qui passaient. Elles avaient des fleurs. Mais elles travaillaient pas, hein. Elles étaient normales. Elles nous ont passé une fleur à chacune. Voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Franchement, ça a embelli ma journée. Mais elles ont dit Happy March. C'est tout. Mais je comprends pas, en fait. Genre. Et on s'est vraiment demandé, mais c'est pas ton rôle, madame. C'est très gentil, mais c'est le rôle, c'est pas ton rôle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, les hommes ne font plus ça? Il n'y a plus cet esprit où on courtisait, de gentleman, de courir un petit peu après. Je dis pas que vous devez courir de manière effrénée, on va dire, derrière les femmes, mais quand même l'esprit de je te courtise, voilà, je suis galant, je suis romantique et tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, je suis pas en train de parler de 55 ans, de conneries là. Moi, je parle pas de tous vos sujets là. Je vous parle vraiment de l'esprit d'être gentleman et l'esprit de courtiser. En plus, là, j'ai regardé les chroniques de Bridgerton. Là, ça m'aide pas. Le truc en mode on va te passer une petite fleur, on va te faire des petits mots. Je sais pas, des petites attentions qui sont mignonnes pour essayer de séduire la personne. Je parle pas de est-ce qu'il faut un coffee date, 50-50, machin, machin. Je parle vraiment d'action, de romantisme et de galanterie. Les hommes, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était une vraie question, répondez-moi. Pourquoi vous avez plus envie de faire plaisir aux femmes quand vous les draguez, en fait, quand vous les courtisez? Expliquez-moi, j'aimerais une explication logique. Cette femme demande pourquoi la galanterie traditionnelle disparaît, tout en admettant qu'elle nourrit ses attentes via des fictions comme Bridgerton. Voici la réalité pragmatique. La galanterie est un investissement de ressources, temps, argent, attention, qui en 2026 n'offre plus aucun retour sur investissement garanti. Si les hommes ne courent plus, c'est parce que les règles du jeu ont changé. La séduction est devenue un marché de commodité où l'effort est souvent perçu soit comme un acquis dû, soit comme une tentative de manipulation creepy. Le risque de rejet public ou de mauvaise interprétation a rendu l'approche gentleman obsolète au profit de l'efficacité numérique. Ne tombe pas dans le piège de la galanterie de rue. Offrir une fleur à une inconnue est un acte de soumission préventive. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Ne l'offre pas gratuitement pour embellir la journée d'une femme qui ne t'apporte rien. Réserve tes efforts pour celle qui a déjà prouvé sa valeur et sa J'ai une question, mais réciprocité. faites un effort pour vraiment vous mettre dans la situation, faites pas les gens énervés. Vraiment, soyez de bonne foi, apaisez votre cœur. Vas-y, j'y vais. Et frère, si jamais vous faites une muqabala avec une sœur que vous aimez bien, tu vois, c'est pas genre en mode tu t'en fous, c'est la première fois que tu vas voir. Tu sais que tu l'as choisi à la base, tu fais une muqabala de façon cadrée et tout, tu l'aimes bien et tout. Et que, voilà, vous faites un peu connaissance, et que elle te dit la dot qu'elle veut, et que c'est une dot, c'est pas juste une date, tu vois. Je vous dis la vérité, je prends exemple sur les personnes de ma famille, sur ma propre mère, etc. C'était pas des petites dots, c'était des vraies dots. On avait des vrais ragels, tu vois, qui mettaient la thune. Mais sous la France de Macron, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, la fille que vous aimez bien, elle dit, voilà, j'aimerais une dot peut-être qui vaut 5000 euros, ou je sais pas. C'est quoi votre réaction? La question de la dot à 5 000 € en 2026 est un test de capacité et de conformité culturelle. Si tu as les moyens, ce n'est pas le montant qui compte, mais le précédent que tu installes. Payer une dot élevée sans garantie sur le comportement de la femme ou le respect du cadre familial est un investissement à haut risque. Sache que dans l'économie actuelle, une femme qui exige une dot à l'ancienne, comme celle de sa mère, doit également offrir une valeur à l'ancienne en termes de loyauté, de gestion du foyer et de respect de ton leadership. Si elle demande un prix de traditionnel mais vit avec des standards de moderne, tu es face à une asymétrie transactionnelle. Ta stratégie ne réagit pas avec colère, valide si sa valeur réelle et son investissement personnel justifient ce transfert de capital. Si tu paies, tu deviens le propriétaire du cadre. Si elle refuse ton autorité après avoir encaissé, tu as simplement financé ton propre déclassement. Une dot se mérite par la soumission au projet commun,
pas seulement par une bonne mine. J'ai compris pourquoi Laurie Harvey elle a quitté Michael B. Jordan, très son futur, alors qu'ils étaient à l'apogée de leur carrière. En fait, c'est l'élève parfaite de la méthode de Steve Harvey qui n'est nul autre que son père. Donc quitter Michael B. Jordan, c'était un power move. Le message qu'elle nous transmet, c'est peu importe qui tu es, peu importe ce que tu possèdes, si tu corresponds pas à ce que je veux, t'es remplaçable. Ensuite, elle applique à la lettre les principes de son père, qui sont issus de son livre Act Like a Lady, Sing Like a Man. Elle laisse les hommes chasser, lui courir après, et donc elle reste dans son énergie féminine. En ce qui concerne son retour avec Damson Idris ou non, même s'ils ont été vus en train de s'embrasser, c'est qu'elle tient les manettes. Elle n'a pas peur de perdre quoi que ce soit, étant donné qu'elle sait pertinemment qu'elle peut tout retrouver. Alors, quelle leçon est-ce que tu vas appliquer pour avoir des standards élevés? Laurie Harvey est l'exemple type de l'hypergamie sérielle stratégique. Elle ne quitte pas ses hommes parce qu'ils ne correspondent pas à ses attentes, mais parce que son pouvoir réside dans sa capacité à rester une cible mouvante. Pour elle, l'homme n'est pas un partenaire, c'est un accessoire de statut jetable. Sache qu'un homme comme Michael B. Jordan, malgré son succès et son physique, a commis l'erreur de se placer en position de demandeur face à une femme éduquée pour ne jamais s'attacher. Elle applique une méthode froide, consommer la valeur de l'homme, puis partir avant que sa propre valeur ne soit dégradée par l'habitude. Ta leçon, ne sois jamais le trophée d'une femme qui joue au power move. Si elle te traite comme remplaçable, elle doit l'être instantanément pour toi aussi. La véritable énergie féminine, dont parle la vidéo, est ici une arme marketing. Ne cours pas après une femme qui se laisse chasser par sport, chasse celle qui veut construire un empire, pas celle qui veut collectionner les conquêtes pour nourrir son image. Extra Exposito, depuis qu'elle sort avec Kylian Mbappé, elle fait trop la meuf et tout, franchement c'est hyper gênant. Messieurs, est-ce que vous savez qui c'est Esther Exposito avant de venir l'ouvrir sur la place publique ou pas? Non, parce que pour petit rappel, cette meuf c'est une actrice mondialement connue, c'est un pain international et elle est plus riche que vous tous réunis, sans ajouter que des mecs comme Kylian Mbappé dans ses DM, elle doit en avoir des milliers. Vous savez c'est qui Kylian Mbappé? Esther Exposito, c'est une actrice mondialement connue. 24 millions d'abonnés. 130 millions d'abonnés. Est-ce que vous savez c'est qui Kylian Mbappé? Kylian Mbappé est actuellement plus connu que son président. Voilà. Laisse-moi m'en occuper, frérot. C'est la dernière vidéo que je ferai à ce sujet et après j'en parlerai plus jamais. Alors pour commencer, je tiens à le répéter, Kylian Mbappé est plus connu que son président à travers le monde. Voilà, je pose juste ça là, histoire de bien commencer. Et là, il y a un couple qui naît et t'as forcément une meuf qui veut être absolument dans la contradiction pour nous mettre en opposition. Bordel de merde, ils ont rien à voir. Toi, tu me parles d'une meuf parce qu'elle est jolie, elle est connue, etc. Oui, elle a 15-20 millions d'abonnés, elle est passée sur Netflix, elle a joué dans Elite. Mbappé a dépassé la barre des 100 millions d'abonnés. Et ça fait déjà un bon petit moment. D'ailleurs, je sais même pas où citer 200 personnes sur Instagram qui ont dépassé la barre des 100 millions. Et lui, il fait partie de cette élite-là. Cette élite qui va être invitée par des hommes influents comme Michael Robin, les fameuses soirées blanches. Et est-ce qu'on a déjà vu Esther Exposito là-bas? Non. Elle est pas invitée, cherchez pas à comprendre. Il y a des plus belles femmes là-bas. Comme d'habitude, venez me donner votre avis dans les commentaires. La paix sur vous, c'était le Est. Ici, on voit une guerre d'ego basée sur le statut perçu. Followers, célébrités, invitations, tout est utilisé pour hiérarchiser la valeur. Mais pour toi, ça ne change rien. Le marché des célébrités n'est pas le tien. Erreur classique, comparer ton niveau à des hommes comme Mbappé. C'est un autre univers. Si tu joues ce jeu, tu perds d'avance. Règle, reste dans ton écosystème réel. Ta valeur se construit localement. Réseau, ressources, réputation. Pas en te mesurant à des icônes mondiales. Les femmes aussi font des comparaisons irréalistes via les réseaux, ne rentrent pas dans cette logique. Enfin, une femme obsédée par le statut public est souvent instable relationnellement. Elle cherche la validation externe, pas la construction. Je sais pas si vous c'est pareil, hein. Mais moi dans mon entourage, je connais des hommes qui sont petits. Mais en fait, ils sont tellement frais que je sais pourquoi Dieu les a fait petits. Parce qu'en fait, si ils avaient été grands, carnage, ça aurait été des démons. Les gars, je vous laisse un peu seulement, je vous laisse un peu. En plus, moi, t'as vu, je demandais pas beaucoup, je demandais juste 1m70, 1m75, pas beaucoup. Parce que moi, tu connais, je suis 1m63, je suis tout petit. 1m63, les gars, je suis tout petit. Les gars, donne-moi juste 1m75, là. 1m80, là, tu vas voir. Hein? Me donne surtout pas 1m80. Ah, ouais, Timal, ah, ouais. Vous avez de la chance, les gars. Moi, je vous laisse ça pour vous. Parce que là, t'as vu, là, j'aurais été grand, là. Je serais déjà en couple avec une mannequin. Une meuf qui fait du mannequinat ou je sais pas. Je sais pas, je suis beau de ouf. Et j'ai pas les contours. Mais t'as vu, je suis pas moche. Quand j'ai les contours là. Mais bon, tu connais, Dieu m'a fait comme ça va pas. Si j'aurais été grand, sa mère là. Cette séquence illustre la compensation par le narcissisme. L'homme ici présent admet que sa taille est un frein à ses ambitions
Si j'avais été grand, j'aurais été un démon, confirmant que sur le marché relationnel, la taille reste un multiplicateur de valeur majeure. Sache que la frustration liée à un attribut physique non modifiable, comme la taille mène souvent à une quête de validation superficielle, l'homme qui mise tout sur sa fraîcheur ou ses contours pour compenser son manque de stature, finit par attirer des relations basées uniquement sur l'apparence, ce qui est fragile à long terme. Ta stratégie ? Ne tombe pas dans la plainte ou l'imaginaire du « si j'étais ». Travaille sur ce qui est modifiable, stature financière, charisme, leadership et musculature. Un homme petit mais dominant et riche surpasse toujours un homme grand mais passif. Ne laisse pas une caractéristique physique définir tes limites, impose ton cadre par tes accomplissements. Storytime d'une meuf qui s'est fait encore pigeonner par un garçon. Et oui, j'ai voulu encore croire qu'une relation amoureuse était possible. Et oui, et je me suis faite encore avoir. Je vous explique et vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, tout remonte il y a 1 an, en décembre 2024. Je me rapproche d'un garçon et, dans une soirée, le feeling passe, on s'embrasse. 3 jours après, le garçon me bâche, me dit « Non, je ne veux pas de relation ». À partir de là, je dis « Ok, on va rester potes ». Et comme on s'entendait bien, on est restés potes. Et au fil de l'année, puisqu'on travaille ensemble, beaucoup de ses copains du travail viennent me voir et me disent « Mel, tu sais, il t'aime bien ce garçon. Il t'aime vraiment plus que bien. T'as vu comment il te regarde? Il s'intéresse vraiment à toi. » Et là, je dis « Bah non, c'est pas possible. On est vraiment potes, on s'entend bien. Il m'a jamais fait comprendre qu'il m'aimait bien. » Et là, ils viennent tous me voir. Il fait « Si, il est venu me voir. Il veut vraiment apprendre plus à te connaître. Il veut potentiellement une relation avec toi. » Et là, je dis « Bon, allez, ok, Mel. On était amis. Bah, peut-être que finalement, ce feeling qu'on a eu 1 an avant, et ben, c'est en train de se faire maintenant. Peut-être que c'était pas le bon moment l'année dernière. » Et là, je lui donne une chance. Donc, on apprend à se connaître et on se rapproche dans un autre moment. On fait une soirée chez des copains. Et là, il y a ce premier bisou. Et là, c'était il y a 2 mois. Et là, bon, bah, tout va bien. On apprend petit à petit à se connaître. Il connaît pas mon fils. Heureusement. Enfin, il le connaissait, mais pas plus que ça. Et là, donc, on était censés faire la Saint-Valentin ensemble. On l'a pas faite parce que je pouvais pas par rapport à mon fils qui était malade, tout ça. Mais voilà, et jusqu'à encore hier, il était hyper content de me voir. Il avait hâte qu'on partage plus de moments ensemble, qu'on parte en vacances ensemble à la montagne, qu'on fasse des choses ensemble. Et là, tout à l'heure, il m'apprend « Écoute, j'ai reçu un mail, je pars à Gap. » Parce que j'ai été mutée dans son entreprise où il a gapé en niveau. Et il me fait waouh, ça y est, ça me touche, voilà, Mel, parce que j'ai tellement l'impression d'être passée pour une idole, je vous jure. Et en fait, il me fait oui, ça fait un moment que j'ai demandé ce poste-là, et puis je savais que potentiellement ça allait se faire dans l'année, et là, ça se fait plus tôt que prévu, dans 2 mois je pars. Donc là, frérot, c'est l'heure, c'est le moment de me dire que tu vas te barrer dans 2 mois. Tu pouvais pas me dire ça avant, tu pouvais pas me dire au moment où on va se rapprocher, écoute, je t'apprécie beaucoup, oui, mais c'est vrai que j'hésite avec toi parce que potentiellement je vais partir dans l'année. Non, t'as bien profité de moi, tu t'es bien servi de moi, t'as bien pris ce que t'avais à prendre, t'as pris les bons moments. Et ces moments-là, en fait, mon cœur, t'en avais rien à faire de mon cœur. Que genre, je m'attache à toi, rien à faire. Mais vraiment, je suis passée pour la plus grosse des idiots de la Terre, quoi. Enfin, je crois que c'est l'histoire de ma vie. Cette séquence illustre la gestion d'une sortie de relation avec un timing opportuniste. L'homme a utilisé la friendzone pendant 1 an comme une salle d'attente stratégique avant de passer à l'action au moment où sa mutation professionnelle était déjà en germe. Sache qu'une femme avec un enfant, mon fils, est une cible qui cherche naturellement de la stabilité. L'erreur ou la stratégie de cet homme a été de vendre du rêve vacances à la montagne, projection future, tout en omettant une variable logistique majeure, son départ. En agissant ainsi, il a consommé le bon temps sans en payer le prix émotionnel ou l'engagement. Ta règle, si tu sais que ton avenir est ailleurs, sois transparent sur ton instabilité géographique dès le départ. Utiliser l'espoir d'une femme pour obtenir des moments de plaisir avant de brandir un email de mutation, comme excuse de sortie
est une méthode efficace à court terme, mais dévastatrice pour ta réputation et ton intégrité. Un homme de valeur mène ses batailles de front et ne se cache pas derrière des imprévus administratifs pour rompre. Le culot des mecs sur les applications de rencontres. Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire très récente. Le dénouement, c'était là, tout de suite. Donc je discute avec un mec sur une appli de rencontre. Pour une fois, c'était mon style physiquement. On discute, ça se passe bien. On commence à avoir un petit feeling. Et ensuite, il commence à me mettre un peu des remis le soir. Par exemple, j'envoie un message et de toute la soirée, pas de réponse. Et il me répond à 22h30, à 23h, quand moi je dors. Donc comme il n'y a pas d'autres soucis, je dis rien, ça peut arriver, chacun sa vie. Et puis on s'est jamais rencontrés, on en est au tout début. Donc on se doit rien, ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et en plus, pour une fois, je me suis dit, n'attends pas que ça soit toujours lui qui écrit aussi. Donc par exemple, pendant ma pause déjeuner, j'ai envoyé un petit message, alors que normalement je le fais jamais. Et ben ça sert à rien de faire ça. Donc hier soir, je sais plus, j'étais crevée, donc je sais plus trop, mais on s'écrit pas beaucoup, et à un moment donné, donc je lui réponds, et il me met en remis pendant 2 heures, donc jusqu'à 22h30, il me répond, sauf que moi je dormais, et c'était pas la première fois. Donc là, ça commençait vraiment à me monter. Et donc ce matin, j'ai pris la décision d'arrêter de lui écrire parce qu'on s'était envoyé 3 messages dans la journée, enfin les 2 ou 3 derniers jours, et des messages tout petits, quoi. Une phrase, pas une conversation qui s'interrompt par moment. Non, vraiment des messages inintéressants au possible. Et du coup, moi, quand le gars n'alimente pas la conversation, quand il n'a pas des sujets à partager avec moi, ou quand il me pose pas de questions, mais je perds, je perds tout mon intérêt, mais hyper rapidement, quasi instantanément. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc ce matin, je lui envoie un message et je lui dis que comme on n'a pas de conversation vraiment intéressante, donc j'ai pas dit lui, j'ai dit on, donc tous les deux ensemble, on n'a pas de conversation intéressante, voire on n'a pas de conversation du tout, qu'on s'est envoyé 3 messages dans la journée, je préfère arrêter parce que finalement, il y a plus ou il n'y a pas de vrai feeling et ça sert à rien de continuer. Il l'a super mal pris. Et il me dit quoi? Il me dit: ah oui, mais toi, t'es au travail toute la journée? Non, sans blague, tu préfères que je sois au chômage? Et le soir, je sais pas quand t'écrire, je sais pas quand t'es dispo. Essaye déjà. Et puis quand je te réponds, quand tu m'envoies un message et que je te réponds, réponds quelque chose, alimente un peu le truc. Est-ce que j'ai besoin d'un gamin qui sait pas avoir une conversation? Non, j'ai pas besoin. Donc il me dit: oui, tu dis qu'on n'a pas de conversation, mais moi, je sais pas quand t'écrire, t'es au travail, blablabla. Il me redit ça parce qu'en fait, c'était pas la première fois que j'avais abordé le sujet avec lui. Et là, il me dit: mais bon, si tu préfères parler avec des mecs sur Internet, des mecs qui te parlent que de cul toute la journée, comme tu veux. Mais pardon, c'est une blague là. Donc je finis par lui répondre. Je pensais pas répondre, mais comme ça m'a énervé, que vu sa réaction, j'avais pris la bonne décision. Et là, il recommence. Toujours le même discours. Donc je lui dis: écoute, tu me poses pas de questions, tu t'intéresses pas trop à ma vie, à ce que je fais en dehors du travail, etc. Pas grave en soi, je lui dis: c'est pas contre toi, c'est juste que il y a pas de feeling. Ah mais toi non plus tu t'intéresses pas à ma vie, ah mais toi non plus, nanani nanana. Ouais, je savais pas que j'étais dans une cour de récré. Donc stop, bloqué partout. Avec: ah non mais je suis vraiment dégoûtée. On se connaît pas en fait, on s'est parlé quelques jours, on s'est jamais fait ni de visio, ni rien du tout. Donc faut arrêter là. Au bout d'un moment, on n'a plus 20 ans, on n'est pas des gamins quoi. Enfin en tout cas moi. Donc voilà, ciao, bye bye. Ah non, pas fini, j'ai oublié de vous dire un truc. Oui, le soir quand je lui ai dit: ouais, tu m'as mis un remis, etc. Tu mets des remis le soir, il m'a dit quoi? Il me dit: ah oui, mais la journée, t'es au travail. Ah c'est bon, on a compris que la journée j'étais au travail. Et le soir, je m'occupe de ma maison toute la soirée. De sa maison, de son château, de son manoir. Non, parce qu'il vit dans 22 mètres carrés. On s'en fout, hein, c'est pas la question. 22 mètres carrés? Là, il est en vacances? Je sais pas, toute la soirée. Bon, bref. Et, ah oui, pour ceux qui vont dire dans les commentaires, il a une femme à un. Officiellement, il est séparé, enfin, il est seul. Et donc, parce que je vous connais dans les commentaires. Peut-être qu'il ment, bien évidemment. On est bien d'accord, on n'est pas complètement débile, hein. On n'est pas dupe. On n'a plus 20 ans. Ah non, on n'a plus 20 ans, malheureusement. Bref, voilà, hein. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Cette séquence illustre l'échec total de la gestion de la messagerie. Le feeling physique ne suffit jamais si la logistique suit une courbe descendante. Cet homme a commis l'erreur classique du faux rythme, répondre trop tard le soir
quand elle dort, ne pas relancer après avoir été lu et ne pas poser de questions. La réaction de l'homme face à la rupture, tu préfères les mecs qui parlent de cul, est un aveu de faiblesse émotionnelle. Il passe instantanément du silence à l'attaque personnelle parce que son ego est blessé. C'est le comportement d'un homme qui n'a pas d'option et qui panique. Ta règle, le téléphone ne sert qu'à fixer le rendez-vous. Si tu n'as pas de temps, ne lance pas de micro-discussions vides de une phrase par jour. Soit tu es présent et investi pour obtenir la rencontre, soit tu te tais. Le flou logistique, réponse à 22h30. Aucune question sur sa vie est perçue au mieux comme du désintérêt, au pire comme la preuve que tu caches une autre femme ou que ta vie est d'un ennui mortel. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.